Bonsoir, nous sommes le samedi 13 décembre 2014 et je reviens d'un office de la synagogue, l'office du vendredi soir, et je voudrais revenir justement sur certaines questions relatives à la présence des femmes et à la présence de l'hébreu dans ces offices. Ce qui me gêne, en fait, paradoxalement, dans le cas des discours des juifs libéraux, c'est pas tellement ce qui se passe à la synagogue. Ce sont les discours qui sont tenus sur les femmes. Et ce qui se passe à la synagogue ne peut être perçu qu'au prisme de ces discours. En soi, le fait que les hommes et les femmes se côtoient sur les bancs de la synagogue n'est pas particulièrement choquant. Mais ce qui est choquant, ce qui devient choquant, c'est quand on lit les justifications de cet état de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on nous disait, vous voyez, on met les femmes ensemble, donc ça prouve qu'elles sont égales. Non, on met les femmes ensemble, parce que ça peut se faire, mais ça ne prouve pas qu'elles sont égales. Mais oui, c'est ça la bizarrerie du discours. Il ne faudrait pas instrumentaliser ce qui se passe dans la synagogue pour justifier une quelconque égalité entre les hommes et les femmes. Parce que le fait qu'on ait des hommes et des femmes dans les métros, ça prouve quelque chose. C'est pareil. Il est là le problème. Maintenant, ce qui vient encore pimenter la situation, c'est que les hommes et les femmes, les uns portent la kippa, les autres ne portent pas la kippa. Donc ça montre bien que cette cohabitation n'implique pas une égalité, puisque dès leur propre fait, les femmes ne portent pas de calotte. Donc, ça montre bien qu'elles ne dépassent pas un certain point. Donc voyez-vous, tout ça n'est pas très clair. Et a priori, ça ne me gêne pas qu'elles ne portent pas de calotte, si justement le discours ne dit pas qu'elles sont égales. C'est le discours qui vient problématiser la situation dans la synagogue. Un autre discours ferait que ce que nous voyons dans la synagogue serait totalement innocent et même insignifiant. Mais si ce qui se passe dans la synagogue est censé servir de preuve à je ne sais quelle égalité, là il y a un problème. Et je n'aime pas ça. En ce qui concerne l'hébreu, je constate qu'effectivement, le clivage, la cohabitation entre l'hébreu et le français, en l'occurrence, est assez importante, comme il y a une cohabitation entre les hommes et les femmes, si on veut. Et on voit bien qu'ils sont embarrassés, ces juifs libéraux, par cette question de l'hébreu. Ils ne savent pas très bien comment le gérer. Alors on nous dit que ça dépendra, que ça dépend, le dosage dépend un peu de la synagogue, enfin bref, des animateurs. Toujours est-il que c'est bien de nous faire comprendre que l'hébreu n'est pas le français, évidemment, c'est pas mal. Bon. C'est bien de le savoir, là encore, c'est bien de le dire. Mais est-ce que ça doit s'imposer au niveau de la synagogue? C'est un autre problème. Voyez-vous? Là aussi, il ne faut pas que la synagogue soit un lieu qui vienne entériner certaines choses.
et compliquer les choses. Force est de constater que ces juifs ne connaissent pas bien l'hébreu, même s'ils arrivent à chanter en hébreu, ils ne captent pas bien la signification des mots, même quand c'est relativement simple. Même si la traduction est en face, ils ne savent pas quel mot correspond à tel mot en français. Alors pourquoi s'encombrer de l'hébreu dans le déroulement de l'office, comme ça se fait, puissamment? Alors que les ancêtres, enfin les prédécesseurs de ce mouvement, eux, avaient décidé d'évacuer l'hébreu. Ce n'est pas une obligation non plus, pas plus que le port de la kippa d'ailleurs. Et ça, donc finalement, il y a une espèce de pesanteur, de boulet de l'hébreu, dont on nous dit que c'est souhaitable. Moi, j'ai toujours, c'est souhaitable pour quelqu'un qui s'y connaît, mais bon, c'est cette espèce d'archaïsme, parce qu'en fin de compte, c'est bien de ça dont il s'agit, d'archaïsme qui se perpétue, qui se maintient, et qui empêche en réalité toute créativité. Parce qu'autant on peut être créatif et consensuel et discuter entre nous pour trouver d'autres formules, d'autres formulations, d'autres façons de dire les prières, d'autres façons de s'adresser à Dieu, etc. En français, et là on capte, quelqu'un peut lancer quelque chose et les autres reprennent tout de suite parce qu'ils ont compris. Avec l'hébreu, les choses sont figées. Je ne parle pas évidemment des communautés où les gens parleraient hébreu tous autant qu'ils sont, comme ça pourrait être le cas éventuellement en Israël. Donc là, l'hébreu est un point mort qui entraîne à sa suite le français en fait. Parce que de la même façon que l'hébreu se cristallise parce qu'on ne le comprend pas, donc on va simplement se contenter de le lire, et donc finalement on n'est pas en mesure de le renouveler, eh bien ça se répercute aussi sur la langue française. Alors vous me direz que la langue française, elle est là simplement pour traduire l'hébreu. Pas systématiquement, enfin bon, un problème, bon, admettons, j'en sais rien, c'est possible, il doit y avoir des exceptions. Mais ça ne change rien au problème, à savoir que la langue française doit être capable de se renouveler. Nous sommes des francophones, c'est notre langue, nous pouvons la faire avancer, nous pouvons créer d'autres expressions. Et d'ailleurs, le rabbine qui a parlé ce soir, femme rabbin, a été très claire là-dessus. Elle a dit, oui, il faut éviter la keva, il faut éviter que les choses se figent dans le domaine de la prière. Et ça, c'est un vœu pieux, c'est ce qu'elle veut dire. Parce qu'en réalité, finalement, l'hébreu impose aux Français une espèce de fixation aussi. On fait entrer le loup de la bergerie avec l'hébreu. Parce qu'on introduit un mauvais modèle, un modèle qui n'est pas bien perçu, qui n'est pas bien intégré, et quelque part, on finit par s'interdire d'aller autrement en français pour que, comme si par hasard, il ne faudrait pas que le français et l'hébreu se distinguassent en quoi que ce soit, et que si l'un est traité comme ceci, il faut que le français soit traité comme cela. Bon, donc voyez-vous, le MJLF, mais pas seulement, il est coincé dans son rapport au masculin et féminin, et il est coincé également dans son rapport du français à l'hébreu.